Bienvenue aux tables rondes de Cinémasio. On va parler vraiment métier. On va parler de l'histoire de chacune et chacun de mes invités. On va parler de l'industrie, du cinéma asio-descendant. J'invite pour commencer Sophie Mougin, qui est fondatrice et présidente de l'école Nouvelles Écritures et qui œuvre depuis 30 ans au développement des projets culturels et artistiques. Bonjour Sophie. Je vais inviter également Virak Toon, qui est auteur, réalisateur, scénariste, qui a notamment écrit Les Rascals, qui est au cinéma et produit par The Jokers Film. Bravo, bienvenue Virak. Patience Priso est productrice déléguée, creative producer et consultante stratégique. C'est une ancienne de Netflix, ancienne cadre, manager Grow Creative et série. Bienvenue Patience. Et pour finir, j'aimerais accueillir Laurence Valin, qui est acteur, scénariste, réalisateur, qui a sorti son film Little Jaffna, qui d'ailleurs est projeté ce soir à Cinémasio, qui est ton premier long métrage. Voilà, alors du coup, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie. Donc du coup, on va surtout parler de l'état des lieux du cinéma français aujourd'hui. Est-ce qu'il nous représente ? Est-ce qu'on a grandi avec des histoires asio-descendantes qui nous parlent ? Quelles sont vos références, votre avis par rapport à ça ? Un petit état des lieux et aussi sur votre carrière et comment vous avez appréhendé la création dans l'univers. Et du coup, on a quand même des projets très concrets de votre partie à chaque fois, à chacune. Donc j'aimerais juste faire un tout petit tour très rapide de table pour vous présenter. Alors, je me présente Laurence Valin, j'ai 36 ans, je suis acteur, scénariste, réalisateur. J'ai fait mon premier long métrage qui s'appelle Little Jaffna. Et voilà. Et donc tu as fait la Fémis. Oui, j'ai fait le programme La Résidence. Donc en 2016-2017. Et après, j'ai fait un court métrage. Little Jaffna, mon film de fin d'études. Derrière, j'ai fait un moyen métrage qui s'appelle The Loyal Man. Et 8 ans, ça m'a mis 8 ans, mais voilà, mon premier long métrage, Little Jaffna. Superbe. Tu es d'origine tamoule. Et du coup, est-ce que toi, tu as grandi avec une culture de cinéma française ou plutôt tamoule ou un mélange ? Comment tu as construit cette culture et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisateur ? Non, moi je voulais pas devenir réalisateur. Je suis devenu réalisateur par défaut. Moi en fait j'ai grandi en regardant les films du dimanche sur TF1. Donc c'est Jean-Paul Belmondo, c'est Alain Delon, c'est des acteurs comme ça qui m'ont donné envie d'être comédien. Après je regardais aussi des films indiens parce que on n'avait pas la même couleur de peau sur TF1, donc je regardais des cassettes à la maison à l'époque, et donc c'était des acteurs tamouls, Kollywood. Donc il y en a un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Vijay et Rajini, donc ça c'est mes références à moi, et j'avais envie de ressembler à ces gars-là, et je voulais devenir comédien. Sauf que c'est pas quelque chose qui était actuel, en tout cas en France. Et quand j'ai commencé à être comédien, j'avais pas forcément des rôles. Et souvent, les rôles qu'on me proposait, c'était des rôles qui étaient assez stéréotypés. Et donc, à partir de là, je me suis dit, au lieu d'attendre qu'un réalisateur me donne ma chance, je vais me la donner moi-même. Et donc, je suis passé de l'autre côté, j'ai écrit et j'ai réalisé. Ça paraît facile, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. J'ai mis 13 ans pour faire tout ça. Mais oui, voilà. Trop bien, on va revenir en détail. Patience, toi, tu es aussi productrice depuis longtemps. Et est-ce que tu es passée du coup par une école ou est-ce que tu as appris sur le tas et que tu es plus l'école de la vie ? Alors moi, je suis Patience Priso. Moi, je suis allée à l'étranger parce que j'ai commencé par des études scientifiques et après, j'ai fait médecine. J'ai vu que c'était pas pour moi. Je suis partie à Londres et je suis tombée amoureuse de la lumière. Donc, j'ai fait une école. C'est un programme, c'est Wandsworth College et the London Film School. C'est des programmes jumelés et je me suis spécialisée dans l'image en chef opératrice à l'époque 16 mm, 35 mm. Vous n'avez pas connu. Non, je plaisante.
Et voilà. Et après, quand je suis revenue en France, là-bas, j'ai vraiment appris toute la partie industrielle aussi de l'industrie audiovisuelle. Et en France, j'ai fait Lui Lumière, la formation continue en 35 mm, lumière et cadre. Et très vite, j'ai fait une boîte de prod pour me donner moi-même mes propres jobs. Voilà. On a ça en commun. Et mon rapport, voilà, aussi, on va dire, au cinéma asiatique. Moi, j'ai grandi, mon père était fan de Bruce Lee ou autre. Pour nous, ça a toujours été lié. Moi, je suis fan de Old Boy, In the Mood for Love, en termes de cinématographie aussi. Donc, mon rapport est à la fois visuel et puis je soutiens Divet Plus et Cinéma Zoo depuis très longtemps. Voilà. Et voilà, je suis très contente d'être là. Super, merci beaucoup. Et toi, Virak, du coup, donc tu es scénariste, réalisateur également. Raconte-nous un peu ton parcours. Moi, j'ai un parcours plutôt éclaté, mais ça va. Éclectique, tu veux dire. Je m'en sors bien. Voilà. En vrai, j'ai un parcours à la fac de ciné à Paris 8. J'ai quand même un parcours universitaire. Je réalise mon premier film en 2005, donc il y a un bon moment quand même. C'était un film c'était un film collectif dont le thème était Paris la métisse et qui parle beaucoup d'identité, donc des choses dont j'explore encore aujourd'hui les thèmes. Et j'ai fait beaucoup de ciné indépendant avant de me retrouver à écrire Les Rascals avec Jimmy La Pour le Trésor et Sébastien Birchler, et de vraiment rentrer de cette manière dans le circuit. Donc après, par rapport au cinéma, de manière générale, moi, c'est la dernière séance. C'est vraiment quelque chose qui permet de nous retrouver en famille aussi, parce que on faisait pas grand-chose en famille en vrai, parce que la vie c'était comme ça. Et quand il y avait la dernière séance, je crois que c'était le mardi soir sur France 3, ça m'a fait découvrir des films, des grands classiques comme les films de John Ford, du polar, et à côté de ça, pareil, on avait les cassettes ghetto là, de films de karaté, de films de kung-fu, de Jackie Chan, et aussi j'étais à l'âge d'or aussi du vidéoclub. Donc vidéoclub, en vrai, c'est l'ancêtre de Netflix. On y allait, on diguait, on voyait juste des affiches, et en fait je me retrouvais avec des films de bis italiens ou de classiques américains, ou peu importe, en fait tout ce qu'on aimait, c'était voir des films à la maison, et c'était vraiment ça qui nous a connectés. Magnifique. Et toi, du coup, Sophie, ça fait longtemps effectivement que tu as envie de cette ouverture dans l'audiovisuel, le cinéma français, et que tu œuvres pour ça. Quel est ton parcours ? Moi, je viens de la communication, donc assez loin du cinéma. Je crois que, en fait, toute ma carrière a été tournée autour de l'art et de la création. Mon agence ne traite que des sujets artistiques, en fait. Et en parallèle, après le Covid, j'ai souhaité, puisque dans mon propre métier, je n'arrivais pas à recruter, des profils qui ressemblaient aux miens, c'est-à-dire qui parlaient plusieurs langues, qui avaient plusieurs cultures en elles. Et en travaillant à l'international, ce sont des profils qu'on recherche. Et dans des grandes écoles françaises, j'en avais pas tant que ça. Donc mon recrutement était toujours fastidieux sur certains projets. Et en 2021, à la sortie du Covid, j'ai souhaité créer Nouvelles Écritures, après avoir beaucoup œuvré sur la représentation à l'écran. Chemin qui n'est pas fini, mais qui va bien, parce qu'il y a des quotas, parce qu'il y a une attention de l'économie de l'audiovisuel sur la représentation aujourd'hui qui est acquise. Je voulais aller au démarrage, c'est-à-dire quand on raconte ton histoire. Je trouvais que ce que je voyais en fiction ne ressemblait pas à mes univers et aux univers des gens avec qui je suis amie. Et la volonté de Nouvelles Écritures, qui est une école gratuite, ouverte pour tous, et sans requis de diplôme, c'était pour moi un engagement de diversifier les profils et de diversifier les histoires qui nous sont racontées. Voilà, l'école a bientôt 5 ans. Ça me paraît assez vertigineux. On a ouvert une antenne à Montpellier et on a ouvert une résidence sur le continent africain. L'idée aujourd'hui pour l'école, c'est alors la formation scénariste de série que certains connaissent ici dans la salle est aujourd'hui certifiante, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence d'un bac plus 4 qui est délivré. Mon souhait aussi était que je ne voulais ni plus ni moins que les autres écoles, je voulais cette excellence et la même. C'est aujourd'hui toujours mon combat. Et la diversité et les profils divers sont un combat qui n'est pas fini. C'est vraiment pas évident. C'est un impensé, je pense, pour beaucoup de personnes qui travaillent dans l'audiovisuel.
Et c'est vrai que tu m'avais dit que finalement, très peu de profils asio-descendants postulent à ton école. C'est mon énorme surprise. Hein, et pour les 12 places que nous avons à Saint-Ouen, on a plus de 200 candidatures chaque année. La communauté qui est le moins représentée, ce sont les asio-descendants. C'est quelque chose que je n'explique pas vraiment. Mais si je parle de moi, je sais pourquoi aussi. On vient d'une culture qui est dans le silence. Nous sommes des taiseux. Faut aussi parler que nous venons de la guerre et de la décolonisation. Je pense qu'aussi votre génération, et c'est quelque chose qui me touche. Et je suis très heureuse depuis hier d'être au Festival Cinémasio. Merci beaucoup Sébastien et à toute l'équipe. Ce que vous faites est remarquable et me met vraiment en joie. Parce que je pense qu'il faut que nous nous revendiquions nos histoires et que nous nous approprions ces métiers, parce que aussi dans ma famille, écrire n'était pas un métier. Et il faut absolument que nous décloisonnons cette partie artistique et cette partie créative qui fait aussi partie de nos cultures. Absolument. D'ailleurs, je crois que tout le monde ici, vous n'êtes pas d'une famille de cinéastes, vous n'êtes peut-être pas, vous n'avez pas grandi là-dedans. Donc en fait, vous êtes tous un petit peu, vous avez suivi un rêve. Toi, un petit peu plus patience. Moi, j'ai eu mon beau-frère très cinéphile. Alors, c'était carrément les vidéoclubs. Voilà. Donc, j'ai vu énormément de films. C'est vrai que dernière séance. Et j'avais quand même quelques personnes artistiquement, après, qui n'étaient pas implantées forcément dans le secteur français. Mais je m'en suis rendu compte après coup que en fait, j'avais grandi quand même dans un univers assez artistique, culturel, à la fois intellectuel et tout ça. Et donc ça m'a beaucoup servi. J'ai été un peu initiée. Ça joue, et absolument, hein, c'est vrai. Et du coup, effectivement, il y a cet élément de se dire, c'est vrai que tu as peu d'Asiatiques qui postulent. On me dit souvent, il y a peu d'acteurs, d'actrices asiatiques. Et ensuite, on me dit, ou alors qui jouent très bien, il y en a très peu. Il y a peu de producteurs, productrices, en réalisation pareil. Donc c'est un constat qu'on a tous fait. On rentrera vraiment en détail dans le second talk. Mais du coup, il y a une première réponse à ça. C'est effectivement peut-être qu'il y a toute une génération qui ne voulait pas parler, qui a vécu le déclassement, qui a vécu le changement de vie, qui voulait quelque chose de très protecteur pour sa famille. Et du coup, nous, on est la génération qui a commencé à rêver, qui a commencé à voir autre chose. Et prendre action, peut-être que ça prend 1 ou 2 générations. Donc Virac et Laurence, vous n'êtes pas de la même génération, du coup, c'est vrai que comment vos familles pas exactement, ouais, pas très loin. On aime les mêmes films. Ça va. Vous aimez les mêmes films. Donc vous avez commencé, c'était vraiment un rêve. Est-ce que votre famille vous a soutenu? Est-ce que comment ça s'est passé du coup votre parcours? Je commence. Honneur aux jeunes. Mais moi je voulais devenir comédien à 8 ans. Quand je regardais les films de Jean-Paul Belmondo sur TF1, je voulais faire pareil. Sur l'hélicoptère, faire mes cascades et tout. Ma grand-mère elle m'a dit, est-ce que tu vois des mecs qui ont ta couleur de peau à la télé? Qui a dit ça? Ma grand-mère. Ah. Mais c'est vrai, constat froid, mais... Si vrai. Si vrai. En fait, à un moment donné, je me suis dit, oui, il n'y a personne qui me ressemble. Et elle m'a dit, en fait, c'est pas un métier pour nous. Et en fait, j'ai entendu, c'est pas un métier pour nous. Et en fait, je l'ai mis de côté pendant très longtemps. Et c'est vraiment à mes 21 ans, quand je suis dans mes études de management, on a droit à des cours de théâtre parce que quand on est manager, on est amené à parler dans plein de monde et donc du coup, on a des cours de théâtre. Et à ce moment-là, on me dit c'est possible de devenir acteur. Et c'est là où je me dis ok, je vais le faire moi-même et je fais petit à petit. Et c'était des cours de management parce que c'était des cours de quoi du coup? Management des unités commerciales. D'accord. Donc tu as une vie avant d'être réalisateur et d'être acteur. Non, mais moi je partais pour être manager quoi. Je faisais mes trucs. Et en fait, le théâtre est arrivé dans ma vie à un moment donné. Et en fait, la prof de théâtre me dit il y a 0,5% de chance de réussir. Et j'entends et je fais OK, il y a 0,5% de chance de réussir. Et donc, je quitte mes études de management et je m'inscris dans une école de théâtre. Et à partir de là, je me suis dit chaque année, il faut que je monte une marche. Je monte une marche à chaque fois. Et donc, dès que j'avais un mur, en fait, je le contournais. Et donc, ce que je vous avais dit précédemment, c'est que quand on me disait que c'était pas possible, je me disais en fait, si c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, l'écriture et après la réalisation. Donc, c'est pour moi c'est vrai que j'ai pas été du tout soutenu par ma famille et surtout ils avaient peur pour moi. Et même je voulais parler de génération. C'est que moi, par exemple, quand Little Jaffna je l'ai sorti, il y a la première génération qui a très mal vécu
le film, parce que pour eux, il y avait un côté où le film, c'était un film de gangsters, et ils avaient peur que du coup les Français se disent que c'est la vérité, que tous les Tamouls ce soient des gangsters. Et en fait, c'était vraiment générationnel, parce que c'est vraiment quelque part des gens qui ont fui le conflit, qui sont arrivés en France et qui ont voulu vivre de manière discrète et qui ont voulu s'intégrer à tout prix. Moi, je fais partie de la deuxième génération, donc les premiers à être nés en France. Nous, on a besoin d'exister, de se montrer, d'être vu. Et donc, ma démarche a été ailleurs. Et donc, ce qui a fait, c'est que ça, vraiment, le film a fait... Ouais, comme si entre générations, il y avait un besoin de se parler, de se rencontrer. Donc, le film a permis ça. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment... à ce moment-là, on ne se dit pas on va faire du cinéma. Quand on arrive, on fuit un conflit, on arrive à un autre endroit, on est exilé, on ne se dit pas on va faire du cinéma, on va faire d'autres métiers plus médecin, avocat, voilà, classique. Et je vois tellement de jeunes tamouls, indiens qui m'envoient des messages en me disant mec, tu fais ce que j'aurais rêvé faire. Et je me dis en fait, il y a un moment donné, on a besoin d'avoir des modèles. Et tant qu'on n'a pas les modèles, en fait, c'est très compliqué de se sentir légitime. Et moi, ça a été ça, mon moteur chez moi, c'est de me dire, s'il n'y a pas de modèle, je vais devenir ce modèle-là et je vais foncer. Et donc, y a les échecs, et après on se relève et on repart, quoi. Voilà. Et du coup, Little Jaffna, qui est un superbe film. Et alors, ma question, donc tout n'est pas en français dans ce film. Attends, on n'a pas le parcours de Virac. Oui, justement, Parce après on va venir, parce que justement, là, on a Little Jaffna sur ton film. Est-ce que, parce qu'on a les Rascals ensuite, qui est également un challenge de production, comment tu as pu produire ce film? Est-ce qu'on s'est dit des histoires à raconter sur la communauté tamoule? Est-ce que tu t'es pris des portes fermées? Comment ça s'est passé? Évidemment, quand on arrive, la première question qu'on m'a posée, et moi ça a été fatal, c'est mon premier rendez-vous avec un financier, c'était pourquoi les Français iraient voir un film avec que des Tamouls? Donc j'arrive, je dis pas bonjour, c'est la première question qu'on me pose, je suis encore debout, et je dis oui, en fait c'est vrai, c'est comme si j'avais fait un film sur la communauté congolaise, à part que c'est des sapeurs, je ne connais pas cette communauté, mais à travers le film de genre, je vais rentrer dans cette communauté, et à travers le suspense, l'action, le thriller, je vais découvrir cette communauté. La dame me répond j'ai rien contre les Tamouls, et moi je dis j'ai rien contre les Congolais, le rendez-vous démarre comme ça. Et en fait, incroyable comme discussion. Mais vraiment, en fait, il y a un moment où il faut. Moi, j'essaye de prendre vraiment beaucoup les remarques que je peux avoir, parfois même discriminants, avec beaucoup d'humour. Parce que si à un moment donné, je m'étais braqué, en fait, j'aurais eu une grosse partie du financement que j'aurais pas eu pour le film, par exemple. Donc, à un moment donné, c'est de aussi comprendre qu'on est dans un marché. Et ça, faut pas se dire, voilà, en tant que réalisateur, je peux me dire, mon film c'est important, ce que je veux raconter c'est important. Oui, en tant qu'artiste c'est important. Maintenant, faut aussi se dire que c'est un film qui va sortir en salle de cinéma, et est-ce que ça va rencontrer un public? Est-ce que les Français vont être intéressés? Et moi, je disais, mais oui, parmi les Français, j'avais un peu mes petites cartouches. Je disais qu'à La Réunion, il y avait aussi des Tamouls. Sauf que ça se comptabilise pas, mais je disais, il y a quand même à peu près 300 000 Tamouls en France et métropole. Et là, on me dit, c'est super. Sauf que, en réalité, même si, imaginons, moi, la petite astuce que j'avais, c'est que je parlais beaucoup de Slumdog Millionnaire. Je disais, voilà, il y a eu Slumdog Millionnaire qui a fait 2 060 000 entrées. Il n'y avait que des mecs qui avaient ma couleur de peau à l'écran, et ça a pris. J'ai pas mentionné que c'était Danny Boyle, que c'était aux Oscars, ça j'ai mis ça de côté. Je prenais que les trucs qui m'arrangeaient. Et donc, c'est comment on arrive à convaincre ces gens-là avec leur code, tout en gardant ce truc de me dire, voilà, moi, l'enjeu de ce film, c'est qu'il n'y avait aucune tête d'affiche. Souvent, en France, quand on finance un film, on finance avec des têtes d'affiche. Moi, on m'avait proposé à la place de... Voilà, moi, je m'étais écrit un rôle d'infiltré. On m'avait dit, mais mets François Civil à la place. Et je me disais, mais oui, mais il est blanc. Il va infiltrer des Tamouls, on va le reconnaître, quoi. Hello. Et vraiment, quand je répondais, je faisais vraiment l'idiot en disant, voilà, je pense que c'est quand même compliqué. Et je voyais les gens autour qui me disaient, oui, c'est vrai que c'est pas évident. Et donc, il y a tout ce truc-là de comme si la bonne idée venait de leur part. Et après, il y a encore toujours des verrous où on me disait, mais donc du coup, ton personnage, il peut être adopté. Comme ça, tes parents, c'est des blancs et on peut mettre des têtes d'affiche dedans. Et encore une fois, là aussi, parce que je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que je mette, je sais pas, Isabelle Huppert. C'est ma grand-mère, adoptif. Ça veut dire que derrière, quand le film va sortir, on va inviter Isabelle Huppert
à faire tous les plateaux télé, et ça va être alors comment c'était votre voyage chez les Tamouls, et donc ça va être vraiment un moment où on va pas parler du film, on va parler juste de cette actrice qui est connue, qui va être là juste voilà, j'ai passé c'était exotique, c'était sympa, et je voulais pas rentrer là-dedans. Et je me suis dit, en fait, je voulais à tout prix... C'était un choix de ta part, en fait. Ouais, non, vraiment, dès le début. D'avoir moins de promotion, du coup, moins de chance de sortir ce film, tu vois. Pour le coup, c'était quelque chose, et en toute vérité, c'est que j'avais pas conscience à quel point je me disais, si je fais un bon film, normalement, on aura les plateaux, on aura... Mais en fait, c'est une industrie, c'est un système. Et en fait, ça, je me suis heurté de plein fouet avec le film, et on apprend de ça. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit c'est que le scénario, ça devait être la valeur ajoutée. C'est-à-dire que et donc j'ai mis toute mon énergie, 5 ans d'écriture, pour avoir tous les labels possibles sur le scénario, pour me dire que quand un financier reçoit le scénario, ils se disent je peux pas passer à côté de celui-là, à côté de ce film. Et donc j'ai eu tous les labels possibles. J'ai eu l'avance sur recette, j'ai eu l'aide à l'écriture, la région Île-de-France, j'ai eu la sélection annuelle du groupe Ouest. Tous les labels, j'étais boulimique, je candidatais. Et en fait, vu que ça faisait comme si c'était un projet qui était retenu parmi plein d'autres projets, donc on voyait un projet de qualité. Et donc, ça a été ça la chance que j'ai eue, c'est que d'un coup, le film s'est financé uniquement avec le scénario sans aucune tête d'affiche. Et ça, pour le coup, on a de la chance en France d'avoir tous ces leviers qui sont possibles. Par contre, voilà, il y a aussi des moments qui sont désagréables, et il faut savoir prendre avec légèreté certains moments qui peuvent être assez compliqués à dealer. Et ça t'a pris 5 ans, du coup, pour faire ton film? 5 ans d'écriture, ouais, 5 ans d'écriture. Mais après, à partir du moment où on a lancé le financement, je crois que le film a été financé en moins de 6 mois. Waouh, ok, très rapide. Du coup, Virak, tu es également un... Oui, bonjour. Bonjour, je pense qu'on m'avait oublié. Du coup, toi, tu as également un film qui était un challenge aussi à produire, qui s'appelle Les Rascals, qui est sorti également au cinéma, dont tu es co-auteur. Mais du coup, raconte-nous un petit peu toi ton parcours. Donc, t'as pas fait la Fémis pour le coup? Non. En fait, après le bac, donc à une époque avant les années 2000, en fait, je me dis qu'est-ce que je vais faire, et en fait, moi, c'est pareil. Moi, par contre, je rêvais vraiment de cinéma. Je voulais être réalisateur. Depuis toujours aussi? Toujours, depuis que je suis plus gamin, l'amour des films est venu comme ça. Sauf que ce que je fais, c'est que avec la pression familiale, avec tout ce qu'il y a autour. Parce que l'histoire de ta famille est hyper intéressante. On peut peut-être en toucher 2 mots aussi, si. Ouais. Qui a un contexte, j'adore, c'est super de t'interviewer, qui a un contexte aussi familial très particulier, tu vois. Disons que je suis un fils de réfugié, et que ma famille est arrivée en France en 79, que je vis en Alsace jusqu'en 84-85, et que quand j'arrive à Paris, je pense être alsacien. Donc quand on me demande d'où on vient, et c'est la première fois aussi que je vois autant de diversité dans une cité. Et premier jour d'école, tout le monde me dit ouais, ça va et tout, tu viens d'où? Et moi je dis je viens de Diefenthal, 67 500 en Alsace. Et ils me regardent tous avec des gros yeux en me disant mais non, tu viens d'où? Et moi je fais mais comment ça, je viens d'où? Je viens d'Alsace, je vous le dis et tout. Et après en réfléchissant je dis ah ok, ouais, moi je suis khmer, je suis cambodgien. Je suis d'origine cambodgienne, et c'est vraiment, en fait, ce qui est spécifique à ce truc-là, c'est que c'est seulement quand je suis arrivé en région parisienne que j'ai compris que j'étais cambodgien. Tu vois, il y a ce truc-là, et moi, ce qui est particulier par rapport à mon histoire et ce que je veux raconter en histoire aussi, c'est ce que je vous dis, c'est cette espèce de quête d'identité, de vouloir faire et de vouloir toujours savoir qui je suis et qu'est-ce que je peux raconter à travers justement ce truc. Est-ce que je suis cambodgien? Est-ce que je suis franco-cambodgien? Et aujourd'hui encore, je continue de questionner. Et en fait, je rejoins Laurence tout à l'heure quand il disait que nos parents ils sont arrivés, ils avaient autre chose à faire que de dire ah ouais, je vais gérer la carrière des gamins qui veulent être dans l'artistique, et on a une deuxième chance, on reconstruit, on est pragmatique. Et moi en fait j'ai été éduqué dans ce truc-là où ok, il faut être docteur, il faut être ingénieur, il faut avoir des choses prestigieuses. Et donc moi une fois que j'ai le bac, je me dis est-ce que je fais un truc cinéma ou est-ce que je vais ailleurs? Donc je m'inscris dans un truc qui s'appelle administration économique et sociale, qui a aucun rapport avec le cinéma. C'est une de mes meilleures années ever en tant qu'universitaire, parce que la fête, j'ai compris plein de trucs. Franchement, il y avait avec la bourse en plus à l'époque, c'était mortel. Donc
Donc je me suis fait plein de potes et j'ai fait pas mal de fêtes. Sauf que à la fin de l'année, le seul constat, par contre, par rapport aux études et par rapport à mes aspirations professionnelles, zéro. Et c'est là que je me suis dit, quitte à tenter ma chance dans quelque chose que je vais aimer et que je vais peut-être échouer, je me donne le droit d'essayer d'y arriver. Et c'est pour ça qu'après, je m'inscris à l'université de Paris 8. Donc à l'époque, c'était art du spectacle, option cinéma. Premier jour, dans un amphi comme ça rempli, bon, c'était un truc dans la réalisation, le conférencier arrive, il dit « Qui veut être réalisateur ici ?» Et en fait, il y a 80% de l'amphi qui lève la main et commence à taper un délire chômeur. Et en fait, ça m'avait choqué. Waouh, c'est violent comme image. C'était pour nous dire, si vous voulez être réalisateur, il va falloir vous accrocher parce que c'est un métier qui est tellement difficile et complexe. Mais en vrai, c'était pas pour nous décourager. C'était vraiment pour qu'on comprenne vraiment la mesure de ce dans quoi on s'engageait. Mais en vrai, on avait rien à cirer de ce qu'il disait. On voulait tous être réels et c'était ça qui comptait le plus. Et pour le truc de est-ce que mes parents m'ont soutenu, pour la petite anecdote, aujourd'hui encore, je sais toujours pas comment on dit scénariste en cambodgien. Et ma mère, elle sait toujours pas qu'est-ce que je fais réellement. C'est vrai. Donc, elle sait que je suis dans le truc artistique, elle sait que... Je fais des films. Ouais. Mais tu sais, elle comprend toujours pas qu'est-ce que j'ai fait dans les Rascals, par exemple, tu vois. J'ai beau lui dire, maman, c'est moi qui ai écrit les textes, c'est moi qui fais les trucs et tout, et ouais, c'est un peu ce truc-là. Par contre, mon père, lui, il m'a grave soutenu. Okay. Franchement, il m'a dit, tu veux t'engager dans des trucs qui sont complexes, fais-le, mais fais-le sans tricher, fais-le à 100%. Et j'ai suivi son conseil. C'est beau. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont fiers, vos parents, ou ils sont toujours inquiets pour vous, les artistes? Lorenz. Non, moi, avec ma grand-mère, j'ai vécu un moment vraiment incroyable. C'est que dans le film, dans Little Jaffna, il y a un personnage de ma grand-mère qui est joué par une très grande star en Inde. Pour l'équivalent ici en France, c'est Isabelle Huppert, mais version indienne. Et il y a un truc avec Huppert, ouais. J'aimerais bien la faire tourner dans mon deuxième film, c'est dit, voilà. Et en fait, c'est une très grande star. Et moi, quand j'étais petit, avec ma grand-mère, on regardait un peu ses films. Et quand le film il est sorti, j'ai attendu qu'il soit en exploitation. Là, je pense que c'était la 3e ou 4e semaine d'exploitation. Je pars dans un cinéma avec ma grand-mère. On est dans une salle, il n'y a pas beaucoup de monde. On se pose et on regarde le film. Et là, ma grand-mère, elle regarde le film et elle se dit, mais t'as pris cette star pour me jouer moi? C'est beau. Elle avait les yeux qui brillaient quand elle regardait le truc. Et moi, je regardais pas du tout le film, je la regardais. Et pour moi, c'était la seule manière que j'avais trouvé de lui dire ce que je faisais. Je lui avais jamais montré un film. Mes courts-métrages, je les avais jamais montrés. J'ai attendu de faire ce long-métrage pour lui montrer, en me disant que sur ce long-métrage-là, je me sentais suffisamment, on va dire, professionnel et que j'avais fait mon chemin en me disant, voilà, je peux dire que c'est mon métier. Et c'est dur, c'est un combat même, je pense, intérieur de se sentir légitime avant que même que les autres ne l'acceptent. Je pense que c'est moi qui devais l'accepter. Et je pense que voilà, c'était la première fois que je disais ouvertement à ma grand-mère, c'est ça mon métier. Et donc quand elle se regardait, je me disais, bon, j'ai pas besoin de le dire, elle le comprend. Donc c'était un moment précieux comme ça. C'est super beau. Et toi, Virak, du coup moi, nous, on a fait les Rascals et mon père était déjà décédé à ce moment-là. Mais par contre, comme je t'ai dit, lui, c'est celui qui m'a le premier soutenu. Donc, je pense qu'il est fier de moi, parce qu'au final, c'est lui qui m'a dit d'y aller à fond. Ma mère, c'est quand je lui ai ramené le Blu-ray et qu'elle a vu le truc, et que j'ai pris une loupe et que je lui ai montré tout le Virac. Elle a fait « Ah, c'est ça ce truc de Prang ?» J'ai dit « Ouais bon. ». Et en parlant des Rascals, je viens de voir qu'il y a Jonathan Epp, quelque part par là. Qui est le comédien qui a joué Sauvan dans les Rascals. Et il y a aussi Paulie Tuttle, mon partenaire de toujours, qui a été storyboarder et qui a fait partie de la prod des Rascals. Donc là, on en a 2 qui ont été dans l'équipe. Sublime. Du coup, les Rascals, effectivement, c'est un film qui a été écrit par notamment toi, Jimmy Laporal, Trésor, Sébastien, tous les... Du coup, c'est une écriture en commun. En fait, on se connaissait depuis... Avec Jimmy, on s'est rencontrés à la fac, justement, de Paris 8. On s'est beaucoup suivis, on s'est beaucoup soutenus, on a fait beaucoup de chemin ensemble et on s'est beaucoup entraînés dans nos films d'étudiants.
les films qu'on a honte de montrer et qu'on a envie que ce soit oublié. Heureusement que ça existait avant les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'aurais des problèmes. Mais en vrai, ça nous a soudés, ça nous a encore plus renforcés dans la volonté de faire les choses. Et si tu veux, avec Jimmy, à partir de 2014 jusqu'à 2017, c'était notre dernière chance. Parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui allaient plus trop et que comme nous, on est dans une industrie qui est assez précaire, il faut manger. Donc on faisait beaucoup de jobs alimentaires, lui et moi. Et on s'est posé autour d'une table et on s'est dit pendant 3 ans, on va faire que développer des séries, des histoires de long et faire quelque chose pour que une fois qu'on rencontre le bon producteur, on puisse avoir le bon projet à lui présenter et pouvoir accrocher. Et d'ailleurs, je parlais de Poli tout à l'heure, là, qui est là, lui faisait aussi partie de ces mecs qui étaient dans cette room qu'on a créée entre nous pour pouvoir créer plein de projets. Et dans ces projets-là, justement, il y avait un projet qui à l'époque s'appelait Black X Skins, qui devait être une série et qui, le titre était explicite, très putaclic, Black X Skins, des noirs qui tapent des skins. En fait, c'était ça notre délire et tout. Et on voulait raconter aussi une histoire de France qui est méconnue. Oui, du coup, effectivement, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, est-ce que tu peux juste pitcher rapidement les Rascals ? En fait, les Rascals, c'est le dernier été d'une bande de potes dans les années 80, en 1984 exactement, qui se retrouvent confrontés pour la première fois à un groupe néo-nazi qui commence à semer la terreur dans Paris. Ça ressemble à une fiction, mais c'est une période qui, comme je vous dis, qui est méconnue dans Paris, mais qui a vraiment existé. Et en fait, en gros, on fait la genèse d'une bande de chasseurs de skins. Puisque je ne sais pas si d'entre vous sont de cette génération, si vous connaissez les Black Dragons. Quelqu'un connaît les Black Dragons ici ? Voilà, en fait, les Black Dragons, c'est une bande de chasseurs de skins qui était basée à La Défense, mais qui avait plein de membres qui étaient partout de la banlieue parisienne. À leur âge d'or, ils étaient 3 000. Et en fait, ils se forgeaient et tous les soirs, de week-end, le samedi, le dimanche, ils allaient dans les RER à Paris et ils cherchaient des skins pour nettoyer Paris de ça. Et en fait, c'est une histoire oubliée de France. Tu valides ou pas ? Très bien. Ah, je valide. Donc effectivement, on a 2 films qui sont un peu difficiles, on va dire, à produire. Ce sont des films un peu de challenge, avec très peu de précédents dans le genre, dans le casting, dans l'histoire. Et du coup, la question est assez large. C'est effectivement, donc ce sont des précédents. Est-ce que ces films, ce sont des beaux accidents parce que vous avez réussi à enfoncer des portes, à briser des plafonds de verre ? Est-ce que c'est des beaux accidents et du coup, il y en aura très peu ? Ou est-ce que finalement, c'est le début de quelque chose, que la France, le marché français du cinéma et de l'audiovisuel est prêt à recevoir des histoires, des nouvelles histoires de nos diasporas ? Quel est votre avis sur ça, notamment peut-être du côté plutôt encadrement, production, création ? À l'école, on ferme beaucoup au principe de réalité. C'est une formation professionnalisante. Nos scénaristes sont en stage, certains sont dans la salle, j'en vois. Dans l'idée aussi, il y a quand même un principe de réalité. C'est une économie, c'est une industrie qui est lourde. On a appris là lors de l'ouverture des studios de France Télévisions à Vendargues. Le représentant du Premier ministre expliquait que l'industrie de l'audiovisuel était plus lourde que l'automobile, la pharmacie et l'aviation en France. Donc c'est dire que c'est un poids lourd de notre économie que j'espère on va continuer à défendre malgré les derniers remous. Mais ça veut dire aussi que quand on est émergent, et émergent c'est pas une question d'âge, c'est une question d'arriver sur le marché avec un talent. Moi, je me suis rendu compte en créant de nouvelles écritures, mais je le savais dans l'écriture parce que c'est mon métier premier, qu'il faut être formé. Qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses techniques qu'on va demander à des jeunes talents émergents. Par exemple, une Bible se fait d'une certaine manière. En termes de réalisation, ce que tu disais, Lawrence, qu'un producteur est prêt à entendre certaines choses, mais lui, en face, a un marché. Donc, il va falloir qu'il trouve son distributeur, etc. Et que toutes ces notions, en fait, on les a peut-être pas quand on n'a pas fait d'école.
Et je pense que, enfin, j'espère que les écoles vont s'ouvrir, puisque dans nos diasporas, on a beaucoup de talents. Et je me rends compte que la personne qui fait une école, et la bonne école par rapport au métier qu'il veut faire, eh ben, il va gagner 10 ans dans sa trajectoire. Et 10 années d'une vie, quand on a un talent, et pour représenter nos diasporas, c'est absolument essentiel. Parce qu'autrement, c'est trop lent. Moi, je suis impatiente de voir beaucoup d'histoires à l'écran, de les voir raconter, jouer, filmer, réaliser, produites, diffusées. D'une manière correcte, parce que la diffusion et la distribution sont aussi des enjeux des œuvres qui sont produites par nos diasporas. Voilà. Ce constat est absolument... voilà. J'espère qu'à l'école, enfin en tout cas nous à l'école, on a un comité stratégique et nous nous réunissons à chaque fois pour savoir comment mieux insérer nos talents, comment leur donner les meilleures armes possibles pour entrer sur un marché qui est dur, qui est très dur actuellement en plus. Il y a une contraction de ce monde audiovisuel, et comment nous, nos talents qu'on peut aider, comment on les aide au mieux. Voilà. Ok. Et c'est donc plus dur aujourd'hui, tu penses Le marché s'est contracté depuis un an. D'accord. Je pense que, enfin, je veux dire, c'est pas une surprise pour les gens qui sont dans la profession. Ouais. Je dirais que tout à l'heure, Cook, j'étais au podcast à l'heure Badmi, qui était à l'école il y a quelques jours. Cook a dit une chose très vraie. En 3 ans, on produit 50% de moins de séries aux États-Unis, qui était le plus gros marché actuel. Et en France, personne n'a malheureusement pas échappé au débat des budgets publics. France Télévisions en premier, et puis les chaînes même dites privées réduisent aujourd'hui l'investissement dans la fiction et dans le cinéma, puisque c'est un rapport assez direct dans leurs investissements. Donc ce marché se rétrécit, c'est-à-dire qu'il y a moins de portes d'entrée pour nos talents émergents. Et que, comme c'est une économie, tête d'affiche, Isabelle Huppert, je rigole, je te fais. Il faut également que la personne qui va investir sur vous, le producteur d'abord, mais il va falloir qu'il trouve un distributeur ou un diffuseur si c'est de la fiction. Il va falloir aussi qu'il mise sur vous, sur un potentiel économique, parce que vous devez être porteur aussi de quelque chose qui rapporte de l'argent. Et voilà, c'est un peu cru à dire, mais c'est aussi la réalité aujourd'hui. C'est une industrie. Voilà, absolument. c'est une industrie. Ouais, je vais rebondir. Vas-y. C'est une industrie. Et en effet, moi, mon parcours, je n'ai pas terminé. Tout à l'heure, j'ai fait plus de 20 ans dans la technique, dans le créatif. Et il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, il y a des trous dans les métiers. Là, dans les places décisionnaires, on n'existe pas. On n'est pas assez en production. On n'est pas assez en distribution. Donc j'ai fait, entre guillemets, le sacrifice de ma carrière artistique et créative pour me mettre dans des endroits de business, pour pouvoir, et c'est comme ça, et travailler sur des bases de données de talents, des talents de toute la chaîne de valeur. C'est aussi comme ça que j'ai été recrutée chez Netflix grâce à Catherine Jean-Joseph, que vous allez voir dans la table ronde, petit moment pub juste après. Mais en effet, l'idée, c'était de mettre en place un incubateur de créateurs de séries et de former aux méthodologies hollywoodiennes industrielles, on insiste. Donc c'était de l'investissement sur les talents avec des showrunners, mais c'était un investissement qui était aussi sur tous les corps de métier. Pour apprendre à faire de la série et de répondre aux exigences de Netflix France, on va dire ça comme ça, à partir d'une guideline. Et ça, c'est quelque chose que les Américains font dans tous les studios. C'est-à-dire ils ont des programmes pour faire du upskilling, pour faire monter les émergents, mais qu'ils apprennent à faire sur un show, donc ça s'appelle on-the-job training. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que même DV+ a fait, c'est du shadowing. Au fait, c'est une industrie, faut faire un maximum, apprendre à se tromper, mais surtout, je vais vous dire, les endroits de tension où il manque des talents, c'est sur la partie business. Moi, je donne aussi des cours. En production, je ne vois pas assez de gens qui nous ressemblent. Je peux faire le comparatif avec les afro-descendants. Les asio-descendants, ils ont un peu de retard par rapport culturellement, plus timides, ils vont moins venir dans les entretiens, mais quand ils sont là, ils ont déjà rattrapé le retard, donc ça c'est super. Mais c'est hyper important aussi de se former sur toute la chaîne. Ça s'appelle show business. Donc voilà, tout est dit dans le mot. Et en France, ce qui manque, c'est la partie. Et les francophones ne sont pas assez business. Donc les anglophones nous regardent un peu genre, c'est quoi votre territoire, c'est quoi votre marché, de quoi on parle et combien tu vas faire. Moi, j'ai eu la chance, quand je me suis formée, on m'a dit au bout d'un an, alors que j'étais toute contente, l'appareil photo, comment tu vas faire de l'argent passant ? Je fais, OK. Bon, j'ai appris un business plan au bout d'un an.
Et après, direct, j'en suis à ma 4e boîte de prod. Voilà. Poser la question. Oui, pourquoi ? Parce qu'à un moment, on doit aussi être à des endroits, économiquement, pas que symboliquement, être représenté à l'écran. Si ça reste un white male gaze décisionnaire qui a besoin de comprendre de quoi vous voulez parler, où est le public, alors que vous êtes en train de créer une fenêtre pour un public, vous n'êtes pas que en train de créer un miroir pour un public. Donc en fait, souvent, la confusion qu'il y a chez des décideurs, c'est qu'ils pensent que parce que, par exemple, Lawrence a fait un film avec des Tamouls, c'est que le public tamoul, alors que non, l'histoire, c'est les infiltrés, en fait, tout simplement. C'est des histoires, on va dire, de gangsters comme on les aime. Moi, je le regarde par rapport à son genre. Et ça, c'est pour ça que c'est important l'information, de comprendre comment on parle à des investisseurs, à des producteurs. Il y a Frédéric Shaw qui le disait aussi, lui, au moment où il a dit « Oui, je pense que je peux toucher tant de... notre communauté touche tant de personnes, potentiellement, je ne sais pas, c'est 1 milliard, si ça s'exporte, on peut toucher peut-être 1 milliard de personnes. Forcément, le producteur ou le distributeur, ils ont les yeux gros comme ça. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas forcément ? Désolée, je prends un peu le micro pour remettre le sujet où vous avez une opportunité en tant qu'asio-descendant. C'est qu'en réalité, il y a un cinéma asiatique, il y a de l'audiovisuel asiatique. Culturellement, c'est visible partout et tout le monde kiffe. Maintenant, est-ce qu'il y a une industrie asio-descendante ? Et ça, c'est différent en termes de diaspora. Parce qu'il y a une industrie asiatique, mais elle est beaucoup plus nuancée. Et c'est comment on reproduit des systèmes industriels et économiques pour que vous puissiez réinvestir, déjà faire de l'argent, faire des films de marché, avoir un catalogue de projets, certains clairement pour faire de l'argent, on ne va pas se mentir, il y a des films de marché que tout le monde connaît et qui parlent à tout le monde. Je vous donne des pistes, maintenant vous pouvez écrire dans ce thème, mais faites des films sur la Saint-Valentin, des films pendant Noël, mais vous mettez des personnages asiatiques, par exemple. Mais comme le sujet et le concept est assez fort et connu de la Terre entière, voilà, vous avez un concept narratif fort, vous pouvez à partir de là dire, mais maintenant on vous ramène 2 nouvelles fenêtres. Une fenêtre de gens qui connaissent, qui sont des romantiques, qui aiment, qui ont envie de voir une histoire d'amour, et une deuxième fenêtre, un deuxième public qui ne se voit pas à l'écran et qui va venir aussi pour se voir à l'écran. Mais c'est 2 choses, donc c'est des manières de créer pour le marché, mais aussi créer après des histoires de cœur. Et chez Netflix, il y avait une phrase, ça va vous aider. Il disait on ne signe pas de passion project. Donc toutes vos histoires de cœur que vous kiffez et tout ça, vous aurez du mal à les faire signer si vous êtes un jeune talent. Vous devez d'abord, en tant que professionnel, prouver que vous ramenez de l'argent, entre guillemets. Donc avoir travaillé sur des shows, 1, 2. Et le 3e, on dit, OK, c'est quoi que tu veux faire ? C'est ce qui s'est passé avec Simon Montéou, c'est ça ? Sur Ni Chaîne ni Maître. Il a d'abord fait un box-office avec Pierre Ninet. Il écrit, voilà, il est noir, afro-descendant. Mais ça, c'était même pas le sujet. Il a ramené de l'argent. Et après, il a fait Ni Chaîne ni Maître. Et dedans, il y a Camille Cotin et Benoît Magimel, parce qu'il y a quand même besoin de ce regard et de ces têtes d'affiche. Et c'est pas évident, mais c'est des premiers pas. Donc stratégiquement, soyez aussi stratégiques dans vos carrières. Voilà, c'est tout ce que... C'est un peu long, mais... Non, mais c'est très intéressant. Alors que du coup, pour le coup, tous les deux, c'était pas du tout la stratégie. Il n'y a pas de tête d'affiche qui a porté les films. Pour notre part, c'était un choix assumé. Mais bon, on l'apprendra plus tard que c'est un choix qui nous a coûté quand même peut-être de faire ramener du monde dans les salles. Mais en vrai, au départ, nous, on s'est dit des nouveaux scénaristes, un nouveau réalisateur, un premier film de Jimmy, mon premier long. Et on s'est dit ce qu'on voulait mettre en avant aussi, comme on avait il y a beaucoup de diversité dans notre film, c'est qu'on voulait aussi donner la chance à des nouvelles gueules, des nouvelles têtes de pouvoir passer le casting et qu'on puisse les découvrir. Comme je vous disais, Jonathan Epp, Jonathan Feltre, qui a pu faire un 2e long, Victor Metley, enfin c'est vraiment on s'est dit
on va privilégier vraiment d'essayer d'ouvrir des castings, notamment même pour trouver les punks, les skins et tout ça. Et au final, on en a parlé aussi avec la prod. Parce que, comme tu disais, c'est une économie de marché. Il faut réfléchir à comment gagner de l'argent et se dire. Après, nous, naïvement, on était vraiment dans ce truc positif de se dire, ah ouais, c'est une histoire inédite, on va ramener des nouvelles gueules, et en se disant, ah ouais, du coup, les gens vont se mobiliser. Mais en fait, presque cyniquement, j'ai envie de dire que maintenant, quand on a envie de faire un film, il faut toujours penser au public. Bien sûr, mais pas que. Est-ce que c'est aussi pas la promotion? Le public, il va voir un film qu'il a vu à la télé, promotionné dans les métros, sur les réseaux. Est-ce que la distribution aussi, combien de salles tu as? En fait, est-ce que c'est pas plus complexe que juste le public et que votre film peut être magnifique, mais pourtant, il n'a pas eu l'écho assez puissant pour faire bouger les foules? C'est une question. Moi, avec le recul de Little Jaffna, quand je l'ai terminé, on n'a malheureusement pas eu la chance de le présenter à Cannes. J'ai terminé le film, on était pris à Venise. Si on avait Cannes, c'est un festival qui est incroyable pour mettre en avant justement des films où il n'y a pas d'acteurs connus, où il n'y a pas, c'est juste le logo de Cannes permet d'avoir une visibilité. Derrière, le film est exploité, parce que derrière, il y a aussi plus de presse qui vont voir le film, plus d'exploitants qui vont regarder le film, et donc on a plus de chances que le film soit diffusé partout. Je sais que pareil pour les Rascals, le festival c'est hyper important. Moi je pense qu'il ne faut pas non plus se dire le marché veut ça, donc on doit produire ce type de truc. Moi, en tout cas, il y a toujours cette part de moi qui me dit à un moment donné, si on ne crée pas des nouveaux modèles, en fait, on va rester dans un truc où le marché veut Pierre Ninet, Camille Cotin, on va mettre Pierre Ninet, Camille Cotin, et donc à un moment donné, on va me dire, tu veux mettre un Indien en rôle principal, mais il n'y a pas de tête d'affiche. Ouais, mais il faut le créer, la tête d'affiche. Et donc à un moment donné, il faut bien qu'on commence quelque part. Moi, je sais qu'avec Little Jaffna, ça fait quoi? Ça fait 14 ans que j'essaie d'être comédien. C'est avec Little Jaffna que j'arrive à être dans les révélations au César. C'est une première étape. Je sais évidemment que je ne vais pas passer dans les nommés, parce que les autres, ils travaillent, ils sont là, ils continuent. Et donc et moi, je suis là à faire mon chemin, à travailler sur mes films. Donc ça met du temps. J'ai mis 8 ans pour faire celui-là. J'espère que le deuxième, je vais pas mettre 8 ans pour le refaire. Mais par contre, ce que je voulais absolument faire avec le premier, c'est de montrer mon univers. De montrer un truc que personne dans le cinéma français fait. Et ça, c'était ma valeur ajoutée. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir après, que ce soit les producteurs, les gens qui veulent travailler avec moi, ils viennent parce que j'ai fait Little Jaffna. Et que ça se ressemblait pas à autre chose de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc c'est aussi prendre ce risque. C'est un risque de faire un film. C'est à un moment donné, si on a peur de tomber, de l'échec, en fait, je pense que ce métier-là, on le laisse et on part ailleurs. Je pense que la vision que tu as aussi, Patient, c'est aussi le côté producteur et production, où tu te dis à un moment donné, il y a cette rentabilité qu'on doit avoir quand tu fais un projet, mais aussi quand tu es un artiste. Moi là, je parle vu que j'ai cette double casquette, en tant que réalisateur, je trouve que c'est important de rêver, de se dire mon histoire à cette place-là. C'est très Netflix de dire ton âme, tu la mets machin et on va faire un truc pour le marché. Je donnais un exemple. Mais attends, mais moi j'aime bien l'idée, c'est les étapes. Je disais juste, on parlait d'accélération. Ça fait 25 ans, moi aussi, je suis venue. Et en fait, quand j'ai compris comment tu es évalué pour aller mettre des millions sur un film ou une série, c'est que le créatif représente 30% de cette évaluation. Moi, je vous donnais juste des guidelines de comment ils signent, comment c'est évalué. Maintenant, je suis tout à fait d'accord. Mais quand j'ai compris, pour compléter, j'ai eu l'expérience, j'ai beaucoup pitché, j'adore le pitch, j'enseigne le pitch. Et un jour, je pitch à Arte, à Olivier Voetling, et je lui pitch le projet. Je suis là, je sais que mon projet est des potes, et je vois à sa tête qu'il ne va pas prendre le projet, qu'il va me dire non. Et je lui dis, pourquoi vous allez dire non? Il se dit, mince, je n'ai pas parlé, elle me dit ça. Il me dit, en fait, il y a trop de risques. Vous êtes une jeune boîte de prod. Vous êtes des jeunes femmes qui voulaient faire un film bien ambitieux, voilà. Et donc, lui, il réfléchit. Donc, c'est leur manière de penser. Ils ont fait des écoles de commerce, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait la Fémis. Donc, c'est un mélange de tout ça. Et je te rejoins, mais je ne conseillais pas en premier film ce que je conseille, moi, aujourd'hui, en tant que professionnel, parce que vous êtes dans une industrie, délivrez d'abord, servez le marché, dans un premier temps, ayez vos projets de cœur, bien, parce qu'on va miser sur vous, parce que vous allez remonter dans l'évaluation par rapport au risque. Ils évaluent ça comme des startups.
Moi, je trouve que ce que vous avez réussi, c'est formidable. Mais maintenant, en tant que productrice, ou si je suis dans la peau d'une distributrice, je vais dire, en termes de marketing, c'était pas ça. Je comprends pas qui était le public, ça, c'était pas clair. Et j'aurais ajouté, oui, un élément pour créer un événement, tu vois, parce qu'on veut faire venir des gens en salle et qu'ils aient une bonne surprise parce que le film est beaucoup plus fort, parce que Camille Cotin et autres, ils viennent en secondaire. Et toi, dans ton film, potentiellement, quoi qu'il arrive, tu es personnage principal. Quand il y a en fait, c'est comment tu atténues tes risques. Moi, je l'évalue maintenant comme ça, parce que j'ai vu beaucoup trop de beaux projets ne pas passer à l'écran, parce qu'on dit trop original, trop inédit, et il faut un moment de la data, il faut pouvoir dire, il y a un public, il va venir pour ça, parce que maintenant, tout le monde a un peu du mal à sortir de l'argent de sa poche, et donc c'est comment tu fais lever les gens, venir là, et que tu leur proposes ton histoire, qui a aussi cette belle surprise. Voilà, moi c'est mon point de vue aujourd'hui, mais encore une fois, je le fais même en conseil, je parle beaucoup avec les exécutifs. La question, c'est ça, c'est vous voulez signer, vous voulez à l'écran, vous voulez vous construire une carrière, et je parlais plus de ça pour pas que ça prenne 8 ans. C'est ça que j'essaie de... Voilà. Après, je vais rester têtu, hein. Mais là, je te suis là-dessus, dans le fait d'être têtu. Mais pour moi, tu vois, il y a en moyenne, hein, pour faire un premier long métrage, il faut compter entre 4 et 7 ans. Et moi, j'ai fait la Fémis, donc c'est le parcours un peu rêvé de se dire, après la Fémis, normalement, tu as le milieu qui t'ouvre les portes. Et quand tu as ce truc-là, il faut compter entre 4 et 7 ans. À partir de là, moi, je suis très stratégique dans ma manière de voir ce métier. Le business, j'ai aucun problème de parler d'argent, j'ai aucun problème de parler de l'artistique, et je fais la différence entre les deux. Je sais qu'à un moment donné, quand je suis sorti de l'école, je me suis dit que je vais faire un projet pour les plateformes, un projet pour le cinéma, et je voulais voir celui qui allait avancer le plus vite. Le projet pour les plateformes, je le termine, et je m'associe, donc je suis avec ma boîte de production, je m'associe avec des plus gros, en me disant que eux, ils ont la capacité. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis une jeune boîte de production, donc je m'assois sur une partie de la production déléguée, et je dis, voilà, on fait moitié-moitié, et vous présentez le projet aux plateformes. Les plateformes me disent quoi, et que ce soit Amazon, Netflix, Amazon, Prime, Netflix, on me dit, un truc sur des tamouls, c'est niche, pas sûr que nos abonnés regardent. Peut-être, et là, à ce moment-là, c'est le truc, c'est au lieu de François Civil, à l'époque, on m'a dit, mais Franck Gastambide. Parce qu'à l'époque, il avait la cote peut-être sur Netflix. Je dis non. Donc le projet, il reste dans un placard. C'est vrai, j'ai écrit un projet, par contre j'ai été payé pour l'écrire. En tant que scénariste, j'ai été payé. Donc j'ai gagné ma vie. C'est pas comme si j'ai gagné ma vie, j'ai été payé, j'ai été rémunéré. C'est une perte pour le producteur, pas pour le réalisateur. Complètement. Donc là, je parle en tant que réalisateur. Moi, en tant scénariste. Et scénariste, j'ai gagné ma vie à ce moment-là en écrivant ce projet. Par contre, j'ai compris que sur les plateformes, j'allais pas pouvoir faire ce travail-là. J'allais pas pouvoir faire un film sur la communauté tamoule et faire émerger des nouveaux visages. Je pouvais pas le faire. Par contre, le cinéma le permet. Complètement. Totalement. Moi, ça, c'est un truc que je le vois. C'est que quand on a un projet qui est atypique, qui est bien écrit, qui est original, à l'avance sur recette, en tout cas au CNC, on regarde ça avec attention. Moi, je fais partie aussi, par exemple, le CNC fait très attention à ça, de renouveler les commissions. Maintenant, je fais partie aussi de ces commissions-là de lecture. Super. C'est hyper important, à un moment donné, de se dire que c'est possible d'avoir des nouveaux modèles, des nouveaux récits. Et je trouve que le cinéma, en tout cas... Là, je te rejoins à 2000%, le cinéma. Et je recommande aux talents. Oui, quand je vois qu'ils veulent, par exemple, avoir une triple casquette, par exemple, ou ils sont aussi, par exemple, comédiens, ou rien que pour moi, c'est une double casquette scénariste et réalisateur. Parce que c'est pas parce que tu es scénariste que tu peux être réal, et vice-versa. En France, il y a ce côté scénariste réal qui n'est pas obligatoire. On peut être normalement réal d'un scénario original écrit par quelqu'un d'autre. Donc, moi, voilà, c'est comme ça que j'oriente les talents. Là, je dis, bon, si tu veux vraiment ce rôle-là, ce poste-là, là, c'est du cinéma. En plateforme, parce qu'il y a des contraintes, tout ça, ça ne va pas passer. C'est ça que j'essaie juste d'expliquer, c'est qu'en fonction de à qui vous vous adressez, et là aussi les mariages avec les grosses boîtes de prod, de studios, si ce n'est pas les bons et qui ne comprennent pas, les plateformes, elles peuvent se dire « Ah non, je n'ai pas envie de travailler avec JLA ou j'en sais rien. Ah ». Tu vois. Et je vais rester sur mon exemple à moi, Little Jaffna, on a fait un peu moins de 70 000 entrées. Moi, je le dis avec fierté, j'ai rempli un vélodrome.
Par contre, mon distributeur, il n'est pas content. Il aurait voulu faire 300, 400, 500 000 entrées. Ce qui est normal, c'est que dans le business, il a investi, il n'a pas récupéré son argent. Et en même temps, pour le milieu, faire un film avec la moitié en langue tamoule, la moitié en langue française, avec aucune tête d'affiche et rassembler un vélodrome, c'est pas mal. C'est très beau. Donc, encore une fois, c'est une question de point de vue. Si on est du point de vue d'un distributeur, forcément, à un moment donné, et le distributeur, il aura toujours, on va dire, un objectif qui est différent de celui de la réalisation, parce que même si à un moment donné, un film qui fait 500 000 entrées, il ne sera pas content parce qu'il voudrait qu'il fasse 1 million d'entrées. Donc il ne sera jamais content quelque part. Donc à un moment donné, on n'aura pas ce truc de se dire « Ah merde, putain, ça veut dire que j'ai pas fait d'entrée, ça veut dire que mon film il est nul. » C'est pas ça le truc, c'est que le film, quoi qu'il arrive, s'il n'est pas... il réussit pas, par exemple, en termes d'entrée au début, sur la longue durée, il va vivre. Moi, mon film, il a déjà été acheté par Netflix, il va continuer, il va être sur Canal+, après il va être sur France 2, après il va être sur Netflix, il va continuer à vivre, après mon distributeur, sur la durée, il va petit à petit récupérer les sous. Complètement. Mais donc ça, c'est sur du long terme. Mais moi, ce que ça me permet, c'est d'avoir une ADN très forte sur le marché, parce que ce que je propose, personne d'autre le propose. Et ça, je pense que le cinéma, quand vous avez des histoires, et je pense que c'est une histoire stratégique, c'est de se dire, si j'ai mon histoire qui est, voilà, je veux mettre des nouveaux visages, j'ai envie d'avoir une histoire qui ressemble à aucune autre, aller dans le cinéma. Plateforme, bien sûr, c'est plus facile parce que c'est un guichet, une personne, ou en tout cas, quand je dis une personne, je caricature. Alors, mais... Moi, je vais tricher, mais tu étais déjà repéré chez Netflix quand j'y étais. Et tu avais déjà, sur tes courts-métrages, une voix forte, tu étais très identifié, ils avaient très envie de travailler avec toi. Voilà. Oui, mais... non, mais... En tout cas, là, je vais laisser ensuite un peu la parole au public. C'est passionnant. On a envie de passer encore 2 heures à parler de. Non, mais il faut donner de l'espoir. C'est juste ça. C'est de dire, voilà, s'il y a des jeunes ici qui veulent faire des films et qui veulent. Parce qu'il n'y a tellement pas de modèles. Mais tu l'as dit, bien sûr. Il y a plusieurs options. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, il y a la stratégie que Patience a énoncée avec les plateformes, avec, on va dire, un développement de carrière qui fait des films directement au cinéma ou plateforme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des possibilités différentes. Oui. Si tu signes en tant que talent, par exemple, sur des films de genre qui sont pas forcément ce que tu aimes faire au début, et qu'ensuite ça te permet de faire le film que tu rêves de faire plus tard, c'est, on va dire, une option de carrière. Vous pouvez passer directement comme Virac Lawrence en mode premier film. On va percer le marché avec les difficultés qu'il va y avoir par rapport à tout ça. Et c'est ça l'idée, c'est de te dire, aujourd'hui, il y a quand même un marché qui est intéressé. Il y a des précédents qui sont créés grâce à vous. Il y a aussi des écoles qui permettent l'émergence de nouveaux talents. Netflix a montré quand même cette volonté d'ouvrir, et il y a de nouvelles boîtes de prod. D'ailleurs, tu es productrice également, et tu donnes aussi la voix à tes nouveaux talents que tu produis. Donc il y a ce renouveau et cette volonté. Maintenant, comme on disait, le marché, il est quand même très dur aujourd'hui encore. On va passer la parole un petit peu au public. Mais avant ça, j'aimerais juste que peut-être, quels sont vos prochains challenges, vous, par rapport à ce que vous avez réussi à atteindre dans vos carrières, quels sont les prochains challenges par rapport à ça, en tant que créateur, en tant que professionnel du milieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer encore dans la question? Qui veut commencer, Sophie? Bon, je vais démarrer en tant qu'école. D'abord, je voulais vraiment redire comment Cinémasio, cette association et ce festival sont importants, parce que vous donnez à voir, vous donnez à entendre aux professionnels. Et ça, c'est très important parce que c'est un début d'existence dans un milieu qui est un entre-soi qui ne nous ressemble pas. Mais cet entre-soi nous regarde et va vous regarder parce qu'il y a ce festival, parce qu'il y a des projections, parce qu'il y a des prix, parce que d'un coup, même ces talents, si on entend parler, ou qu'on a vu certains films, parce que ton film ont été très remarqués, vos univers sont aujourd'hui, on va dire, repérés, mais ça ne faisait pas une entité. Depuis hier soir, je l'ai dit plusieurs fois, je suis très heureuse de ce qui se passe là, parce qu'on sent qu'il y a une convergence de talents, et aussi d'encourager Sébastien, que je remercie vraiment d'avoir fait tout ça. On a parlé peut-être d'ateliers, de workshops, que les talents réunis au sein de Cinémasio partagent leurs tips. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Quelles sont les choses qui marchent? Quelles sont les choses qui ne marchent pas? Puisqu'après tout, on est une minorité, certes, mais on a tous à peu près les mêmes difficultés quand même de percer sur ce marché. Nous, en tant qu'école, on a un énorme réseau de producteurs, on a des diffuseurs présents, Arte, France Télévisions. On est
entre guillemets, on a été légitimés dans ce que nous faisions. Et ça a tout changé aujourd'hui. Donc, et ça, c'est quelque chose c'est pour moi la prochaine step pour Cinémasio. C'est une légitimité qui s'acquiert et pas quelque chose dans lequel aujourd'hui on dit c'est super, c'est formidable et c'est génial. Mais je pense que cette étape est vraiment importante pour permettre une émergence plus grande, plus large, et que vos expériences en fait servent à cela. Pardon. Super, non mais parfait. Qui veut ensuite parler de ses prochains challenges, de sa vision sur le marché? Moi, je vais compléter parce qu'il me fait passer pour une streameuse vandale. Surtout qu'en plus, tu œuvres pour la diversité depuis longtemps et que tu as une société de production où tu mets en avant des nouveaux talents émergents. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est comme tu es rentré dans le milieu, d'avoir ces retours. Et ce débat était passionnant pour ça. C'est d'avoir ces retours de ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Et c'est chouette. Moi, mon but, ma mission de vie professionnelle, c'est de créer ces ponts. Et notamment aussi avec la Creator Economy, en fait, c'est l'hybridation et la convergence des différents codes de création et de production et de distribution qui vont nous permettre aujourd'hui, quelles que soient les diasporas, d'exister à la fois à l'écran, mais également aussi économiquement. Et là, je suis hyper optimiste, c'est que je vois, au fait, des modèles de production et de distribution qui sont très rentables. Désolée, je reparte aussi. C'est normal, voilà. En tant que productrice. Donc, voilà, et en fait, il y a une agilité des solutions, et comme tu l'as très bien dit, Sophie, voilà, en fait, au final, vos expériences, c'est aussi des cas d'école en tant que producteur, et d'avoir ces visions 360 et de converger et mutualiser ces informations, c'est hyper important. Donc, je reste optimiste. Il y a aussi de nouvelles voies pour financer les projets. Tu as parlé de 6 mois, finalement, une fois que tu avais le projet écrit. Aujourd'hui, on a vu des levées sur des films ou des contenus longs, désolé, je dis contenu, avec des levées sur 2 mois pour lever 2 millions ou 3 millions. Donc, en fait, renseignez-vous sur la partie business. Non pas que vous allez le faire, mais comprenez les enjeux. Et finalement, peut-être qu'il y a d'autres espaces où vous pouvez faire financer et exister les œuvres. Voilà. Très bien. Virac? Ok, donc pour commencer, moi je voudrais dire que je veux pas être un modèle, mais je veux que mon parcours puisse inspirer la nouvelle génération et tous ceux qui ont envie d'écrire des histoires, et surtout des histoires qu'ils ont envie d'écrire et pas celles que les producteurs veulent écrire. Sans réfléchir. On ne te vise pas. C'est pas sur toi, mais je veux dire. Patience, elle a le mauvais rôle. Non, en réalité, c'est très difficile pour un auteur, surtout quand c'est son premier bébé, son premier projet, de se dire je vais réfléchir à ça en chiffres. Moi, je suis bidon en chiffres. J'ai une petite nulle en maths et il y a plein de trucs où je suis pas très bon. Par contre, tout ce que je sais, c'est que quand vous voulez raconter des histoires, un auteur va toujours vouloir la raconter avec ses tripes. Et au final, je pense que c'est ça que ça vient. Moi, comme je vous dis, je parlais d'inspirer. Moi, mon prochain projet, donc je répète, je l'ai écrit avec Paulie. Je suis en train de développer en ce moment, et même d'ailleurs, je vais même le dire, où je vais collaborer avec Laurence. C'est un projet qui parle de la communauté asiatique en général, et dont on espère avoir un casting à plus de 70% d'asiatiques. Voilà. Okay, et qui est un film qui n'est pas un film d'auteur, qui est un film d'action. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on essaie de mettre en place. On veut raconter une histoire qui est une histoire de France aussi, parce que en fait, c'est vrai que on va rentrer dans les chiffres, on va dire ouais, il y a tel pourcentage de Cambodgiens, tel pourcentage de... Mais en fait, c'est pas le plus important, parce qu'au final, quand un Azo-descendant, un Afro-descendant, peu importe qu'il soit français, et qui continue de rechercher son identité comme moi, je raconte une histoire de France. Et en fait, c'est ça le truc, c'est d'essayer de rassembler à travers mon histoire toutes les communautés. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. On a hâte de voir ça, du coup. Laurence, est-ce que tu... Moi, je cherche le numéro de Isabelle Huppert. Le running. Non, mais en fait, moi, vraiment, et là, je peux vous le dire, c'est que j'en ai tiré aussi. L'expérience de Little Jaffna a été aussi un grand apprentissage pour moi aussi. Moi, par exemple, Little Jaffna, je me suis dit, il y a tous les Tamouls qui vont bombarder pour aller le voir. Et en vrai, c'est pas du tout les Tamouls qui sont allés le voir, c'est papy et mamie, les retraités qui étaient partis en vacances au Sri Lanka et qui sont partis voir le film.
merci à papy et mamie. Donc c'est les seniors qui ont fait... Vélodrome, papy, non mais mamie. c'est les seniors qui ont fait les entrées. Et ça, j'en suis conscient. Et donc je me suis dit, maintenant sur mon deuxième long métrage que je suis en train d'écrire, j'ai compris l'impact que pouvaient avoir justement les têtes d'affiche. Où je me suis dit, ok, il y a eu cette une sur Télérama où on voyait les visages. Et je me suis dit, ok, en fait, si je vais devoir exister et de pouvoir m'ouvrir et avoir encore plus de notoriété, j'ai besoin de ces gens-là qui ont une certaine forme de notoriété et permettre, moi, d'amener mon univers et de le faire connaître au plus grand nombre. Et donc, il faut que j'arrive à trouver un endroit où je peux m'associer avec ces gens et pouvoir fabriquer avec eux. Donc, j'ai fait ce premier film où je me suis dit, non, j'ai pas besoin. Là, je me suis dit, non, là, je vais essayer de trouver un entre-deux pour pouvoir les faire coexister dans mon univers, de ne pas perdre cet ADN-là, mais de les amener dans mon univers. Et donc, ça, c'est aussi... Et ça, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, je sais qu'avec Little Jaffna, je peux convaincre n'importe quel comédien de tous ces têtes d'affiche, de se dire, ok, il sait réaliser, il sait faire un film. Donc à partir de là, c'est comment je vais pouvoir faire un film avec ces gens-là. Ça va être ma deuxième étape, c'est d'un coup de me dire, et ça c'est dans ma stratégie, dans ma carrière à moi, je me dis, bon maintenant, il va falloir que je compose avec ces gens-là. Et donc composer, c'est pas faire un film que avec eux, c'est faire un film avec moi et eux. Et donc c'est pas de perdre aussi tout ce que j'ai créé à côté, c'est de dire à un moment donné, moi ce qui est important pour moi, c'est de retrouver des gens qui ont ma couleur de peau dans les films que je fais. Et donc quand je participe à un projet, j'essaye d'en avoir au maximum aussi dans mon film. Mais maintenant je sais que par exemple le fait d'avoir fait un film à moitié en langue tamoule, à moitié en langue française, m'a fait perdre aussi énormément de salles. Et donc conscience de ça, je me dis, je vais essayer de faire maintenant un film 100% en langue française parce que je veux d'abord avoir un nom ici en France, pour après pouvoir m'exporter, que ce soit aux US, en Angleterre ou en Inde. J'ai déjà des propositions et je préfère me dire, j'ai d'abord envie de réussir ici en France et après pouvoir m'exporter. Donc pour moi, la priorité pour moi, c'est comprendre le marché et après de faire un film et en prenant, tu vois, tout ce que tu as dit. Je veux dire, Je te ferai un consulting gratuit. Bah, merci. Je prends note. Oh, Merci Mais beaucoup. voilà. En tout cas, c'est chaque projet qu'on fait, je pense, c'est une expérience qu'il faut garder et pas se dire c'est un échec Bien ou quoi. sûr. C'est de prendre ce projet et de se dire ok, comment on peut s'améliorer, comment on peut trouver une nouvelle manière de faire. Mais voilà, je pense que mon prochain projet, ça sera toujours, il y aura toujours cet ADN qu'il y a dans Little Jaffna, que ce soit la communauté tamoule, j'ai envie de la mettre en avant et j'ai envie de la mettre en lumière, donc voilà. Magnifique. On a le droit à une ou deux questions. Je vous laisse donc monsieur à lever la main et une deuxième par ici. Et après, on passe au deuxième talk. D'abord, vous dire le bonheur grandissant que j'ai eu à votre écoute. Parce que en cours de... Déjà hier soir, alors je reviens sur hier soir, donc j'ai découvert avec retard dans la cuisine des Nguyen, et je vais c'est superbe. Ah, c'est con, ça parle que des Viettes, c'est bon, enfin c'est bien quand même, ok, d'accord. Et après, vous prenez la parole les uns et les autres, et je me suis dit, oui, tamoul, c'est vachement bien quand même. Et je suis allé voir, j'ai travaillé au Sri Lanka, mais je n'ai pas vu au Tine, j'irai voir, puisque maintenant je suis un senior. Et puis, mais j'emmènerai mes enfants. Et puis Virak, il parle donc d'un film avec les Khmers, et je me dis, c'est vachement, mais pourquoi ils travaillent pas ensemble, le tamoul, le khmer, hier le vietnamien et demain David Chou, le cambodgien. Et puis j'entends Virak qui dit, oui, on a un projet pour travailler ensemble. Et voilà, je suis ravi. Et alors, bon, ça c'est une boutade, hein, vous pourriez peut-être parler un cinquième tamoul, un cinquième khmer, un cinquième cambodgien, un cinquième vietnamien et un cinquième français, peut-être. Hein. Bon, ça c'est une blague. En tout cas, merci pour votre intelligence, pour votre ouverture. J'aurais été vraiment malheureux en me disant, bon ok, c'est bien, des gens qui vont faire chacun leur truc dans son coin, mais vous le faites ensemble. Merci, bravo. Merci beaucoup. Il y avait monsieur... Oui, moi j'ai une question, surtout pour nos deux réalisateurs. Moi, il se trouve que je suis compositeur, je fais la musique de film depuis pas mal de temps. J'en ai fait pas mal en Asie, en Thaïlande, au Cambodge et puis un petit peu en Afrique.
Et personnellement, en tant que spectateur, moi j'adore découvrir justement des pays, des cultures qu'on ne connaît pas. Pour moi, au Festival de Cannes, ma section favorite, c'est Un certain regard. Quand on est embarqué dans un pays qu'on n'a jamais vu, dans une culture, dans des histoires de là-bas. Et ma question à vous deux, c'est est-ce que vous avez envie de raconter des histoires de vos pays d'origine, même si vous n'y avez, j'ai compris, pas vraiment vécu, ni vous n'êtes pas né là-bas, ou peut-être ou est-ce que, parce que c'est quand même c'est un plus, c'est un forté d'avoir cette originalité. Moi, un film qui se passe à Paris, dans le métro, avec des belles personnages parisiens et tout, ça ne m'intéresse pas a priori. Il faut vraiment que l'histoire soit extraordinaire. Alors qu'un film qui se passerait au Cambodge ou qui se passerait au Sri Lanka, j'y vais direct. Donc, est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là ou pas? Est-ce que vous avez vu Little Jaffna? J'y vais ce soir. Bah, je pense je vous répondrai après avoir vu le film, parce que vous avez dit que ça vous intéresse pas un film qui se passe à Paris. Ah oui, non mais. Et ben, ça se passe à Paris et je vous dis que vous allez voyager. D'accord. Okay. C'est ce que je peux vous répondre. Et je pense, et ça je vais répondre pour moi. J'ai pas besoin d'aller au Sri Lanka pour me raconter. Je pense que moi je suis né ici en France, j'ai grandi en France. J'ai envie de raconter une histoire française avec des gens qui me ressemblent. Donc non, je vais d'abord raconter des histoires ici et je pense que Paris, je vais le faire découvrir à chaque fois d'une nouvelle manière parce que c'est des endroits de Paris qu'on ne regarde pas. Donc je vous invite à le regarder ce soir le film et après on en repart si vous voulez. Yes. Et toi, Viral, merci. Moi, je suis totalement aligné avec ce que vient de dire Laurence, avec la petite virgule que, moi, comme je vous ai dit, on a fait Calimero, raconter un peu mon histoire de réfugié. J'ai quand même envie d'avoir ce truc de retour aux sources, de pouvoir retourner au Cambodge et de pouvoir raconter une histoire au Cambodge d'un franco-cambodgien qui redécouvre son pays. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et pour ça, moi je veux d'abord, comme il dit Laurence, d'abord faire ce que je dois faire en France avant de retourner chez mes parents. Et c'est vrai que c'était un projet que tu avais en tête, effectivement, raconter cette histoire qui est méconnue, effectivement, des réfugiés cambodgiens. Donc il y a un projet en cours, effectivement, sur cette histoire. Merci pour la question, du coup. Il y a oui, il y a non et oui. Prochain. Et après, on va devoir passer au... Merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, j'ai une question qui articule l'identité diasporique et puis l'identité d'origine, pour rebondir par rapport à la question du monsieur, et ainsi que l'économie. Donc, vous allez articuler ça dans votre tête. Je voudrais savoir, donc aux artistes, les critères, comment vous définissez et à partir de quels critères dans votre création qui va vous définir en tant que diaspora et de ne pas répondre finalement à une industrie qui est un peu le regard par rapport à votre histoire d'origine, enfin, au pays d'origine. C'est-à-dire cette identité forte qui est la diaspora et en même temps l'identité projetée qu'on a par rapport à notre visage, par exemple. Ça, dans la création, je dis ça parce que quand on crée, il y a ce que l'on projette et ce que les autres projettent et le désir aussi de fantasmer notre pays d'origine alors qu'on ne le connaît pas, peut-être, enfin fantasmer un tout petit peu alors qu'il a évolué. Et quand le film il est fait, est-ce que vous projetez ce film vu? Votre attente, c'est que votre film soit vu par la communauté française. Est-ce qu'il y a une attente à ce qu'il soit vu par le pays d'origine? Et Laurence, quand vous avez parlé de... que vous vous attendiez à ce qu'il y ait plein de Tamouls qui regardent, et en fait, ça, notre diaspora gaze, finalement, il est biaisé par le fantasme qu'on a du pays dans lequel on n'a pas vécu finalement, ou très peu, et qu'on est quand même formaté par une éducation très académique à la française. Et du coup, cette diversité, vous, productrices et
où est-ce que vous allez la chercher finalement? Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais... Non, mais c'est clair. En fait, ça revient à qui est le public. Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont projetées. Comme je disais, j'ai quand même un parcours créatif. Et typiquement, voilà, on me voit, on voit mon nom, on me propose toujours des projets africains. Non, ça rien. Je dis, pourquoi tu me proposes ça? Tu vas adorer, ça se passe en Afrique. Je dis, ouais, mais moi je connais pas mon pays d'origine. Je parle pas Douala, je suis camerounaise. J'ai grandi dans le 93. Il y a plus de chances que j'aille voir un film dont l'arène est avec des personnages qui ont ma classe sociale et mon parcours, donc en termes d'identification. Mais comme personne vraiment dans ce secteur et dans cette industrie ne connaît les nuances des colonies françaises, eh ben, ils viennent et ils projettent. Moi, j'ai entendu des dingueries, que ce soit chez Netflix, dans des boîtes de prod, où on me dit, typiquement, j'ai un projet genre Prince de Bel-Air, on me dit, on n'y croit pas, il n'y a pas de voiture qui brûle. Et ils ont tous le bac, on n'y croit pas. En gros, des Noirs et des Arabes qui sont sympas et qui ont le bac et qui ont des problèmes comme tout le monde, juste de réussir dans la vie, ça ne peut pas exister dans l'écran. Pourquoi? Parce que le public qui regarde projette ça et aime regarder ça. Si aujourd'hui tu as plus, désolé, je vais taper dans des choses, mais voilà, si tu as plus aujourd'hui Athéna ou Les Misérables, etc., ou Banlieusards, c'est parce qu'il y a un public. Il y a un public de la culture hip-hop ou autre, mais qui aime voir de la racaille, ces parcours-là, mais qui sont dans la musique et tout. Et je ne dis pas que ça n'a pas le droit d'exister. La réalité, c'est que ça existe, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de diversité dans nos diversités, en fait. Donc on n'arrive pas à être pluriel, ça c'est une première chose. Et il n'y a pas de diversité sociale. Et les scénaristes, revenons aussi au cœur du sujet, ne confondons pas auteurs et scénaristes. Là, c'est des auteurs. C'est pour ça qu'ils m'embêtent. Non, je plaisante. Mais les scénaristes, le métier, tu dois pouvoir écrire sur n'importe quel projet. Donc, la question, c'est prenez-le d'un angle professionnel, allez travailler chez les autres aussi, où c'est pas vos cultures, et professionnellement, vous pourrez aussi raconter vos histoires une fois que vous avez délivré. Tu veux dire un mot très rapidement? Non, mais pour aller dans son sens, moi, par exemple, en ce moment, le projet où j'ai eu l'écriture au CNC l'année dernière, c'est un film sur la culture libanaise, syrienne, et ça parle de fantômes dans la culture musulmane. Donc effectivement... Voilà. Merci beaucoup. On a une petite conclusion sur le fait qu'effectivement, vos films ont intéressé tout le monde, la communauté, les Français qui ont découvert, et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Laurence, merci Patience, merci Virac, merci Sophie, infiniment.